Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Patrick Barbe, qui possède plus de 40 ans d'expérience dans les médias et a couvert des événements dans des endroits tels que les Balkans, l'Afghanistan, la Russie et l'Ukraine. Il est également l'auteur d'un best-seller en Allemagne, le livre « Des deux côtés de la ligne de front ». Donc, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission, Glenn. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Eh bien, je suppose que votre longue expérience dans le journalisme, ainsi que votre livre, dans lequel vous avez, comme le suggère le titre, enquêté des deux côtés du front dans la guerre en Ukraine, vous apporte des perspectives intéressantes. Parce que cette guerre est dans une large mesure double. Je veux dire, c'est une guerre sur le terrain, mais c'est aussi, en grande partie, une guerre de récit. C'est-à-dire que l'on constate que les journalistes ont désormais tendance à agir comme des combattants de l'information au service de certains récits, ce qui rend le sujet très difficile à traiter. Mais avant d'aborder la question des récits, je me demandais comment vous percevez cette guerre. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour la présenter comme une simple guerre russo-ukrainienne. C'est généralement ce qu'on lit dans les titres. Mais la comprenez-vous à d'autres niveaux? Oui, oui. Nous devons considérer cette guerre à trois niveaux. Tout d'abord, il y a le conflit militaire le long de la ligne de front de 1300 km. Le deuxième niveau est la guerre économique mondiale contre la Fédération de Russie, avec plus de 29 000 sanctions contre la Russie. Et le troisième niveau, qui concerne mes anciens collègues, est la guerre de propagande. Donc à ces trois niveaux, il y a différents points à garder à l'esprit. Le premier est la guerre civile ukrainienne, entre la partie orientale du pays et la partie galicienne du pays. Le deuxième niveau est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que les républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk, qui a commencé, je dirais, en avril 2014, lors de la première phase, jusqu'en 2022, puis s'est poursuivi avec l'attaque de la Russie. Until 2022, and then went further with the attack of Russia in trying to help those separated republics, Lugansk. En essayant d'aider ces républiques séparatistes, Luhansk et Donetsk, contre les attaques du gouvernement de Kiev. Le troisième niveau est la lutte entre le monde unipolaire, dirigé par les États-Unis et les pays des BRICS, ainsi que les pays émergents du sud-est du globe. Le quatrième est la guerre économique entre l'Occident collectif et toutes les autres régions du Sud global. Et le dernier niveau est une lutte des classes à l'intérieur des pays occidentaux, les élites contre leur propre peuple. Car dans cette guerre, il y a un transfert de richesses et de moyens économiques des travailleurs vers les élites économiques, et de l'Europe vers les États-Unis. To the economic elites and from Europe to the United States. Et comment voyez-vous l'évolution du conflit actuellement? Parce qu'il semble avoir beaucoup changé au cours des 6 à 9 derniers mois. Oui, je me suis rendu sur le terrain à plusieurs reprises des deux côtés. Et ce que l'on constate là-bas, c'est que la réalité sur le terrain est bien souvent différente de la couverture médiatique en Occident, notamment en Allemagne et probablement aussi en Norvège. Les troupes russes progressent de plus en plus, pas à pas, très lentement. Et ce que la plupart des planificateurs militaires occidentaux ne comprennent pas, c'est que l'armée russe ne cherche pas à conquérir des zones ou des territoires, elle veut détruire l'ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la région de Kursk, dans la partie centrale de la ligne de front avant Donetsk, ainsi qu'à Bakhmut. Ainsi, la Russie progresse et le temps joue en sa faveur. Aujourd'hui,
J'ai lu qu'un conseiller principal du Kremlin a évoqué les régions autour d'Odessa et de Kharkiv. Il a dit que ces populations devraient prendre leur destin en main. Et cela signifie que la Russie conservera toutes les zones d'Ukraine actuellement occupées. Et dans la partie centrale de l'Ukraine, ils souhaitent une sorte de zone neutre, où ils veulent organiser des référendums pour laisser les gens décider de ce qu'ils veulent, s'ils veulent s'aligner avec l'Ouest ou l'Est. Et je suis convaincu que les habitants de Kharkiv et d'Odessa, par exemple, voteront majoritairement pour un retour à la Russie. Ce que vous avez mentionné à propos de Kursk, c'est l'un des défis, et à mon avis un piège autodestructeur, d'être prisonnier de nos propres récits. Comme vous l'avez dit, les gens supposent souvent que tout se résume au territoire que l'on contrôle aujourd'hui. Mais dans une guerre où il n'y a ni diplomatie, ni volonté de faire le moindre compromis, comme nous l'avons fait en boycottant la diplomatie avec les Russes, cela devient une guerre d'usure, où, comme vous l'avez dit, l'objectif est de détruire l'ennemi. J'ai vu des personnes comme l'ancien Premier ministre suédois, Carl Bildt, avancer l'argument « Ah, regardez les Russes, combien de temps il leur a fallu pour reprendre Kursk ?» Car apparemment, c'est ainsi que les diplomates s'expriment aujourd'hui. Mais le fait est que, vous savez, les Ukrainiens étaient dans une position très vulnérable et exposée à cet endroit. Ils ont subi d'énormes pertes. Pour les Russes, cela s'est presque transformé en une occasion d'épuiser les forces ukrainiennes. Il semble donc que nous nous illusionnons souvent. Et encore une fois, je pense aussi qu'il s'agit d'une guerre de récit. Il est très difficile d'avancer des arguments, car ma position sur l'Ukraine depuis 2014, et en fait depuis 2004, mais surtout depuis 2014, a été très cohérente. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas essayer de pousser l'OTAN en Ukraine, car la Russie verrait cela comme une menace existentielle et détruirait l'Ukraine, tout comme les États-Unis détruiraient le Mexique pour empêcher la Chine d'y installer des bases militaires. J'ai donc toujours pensé que c'était une position pro-ukrainienne, car elle impliquait de ne pas détruire l'Ukraine, que l'Ukraine conserve son territoire et sa population. Mais il est impossible de tenir cet argument en Europe, car cela implique en partie la responsabilité de l'OTAN. Et si vous le faites, alors vous soutenez le récit du Kremlin, c'est de la propagande russe. À l'inverse, si vous avez soutenu l'expansion de l'OTAN, le renversement de Yanukovych, le sabotage de Minsk, le sabotage d'Istanbul et l'opposition aux négociations et à la diplomatie, toutes ces politiques sont considérées comme un soutien à l'Ukraine, même si elles étaient rarement soutenues par la majorité des Ukrainiens et ont conduit l'Ukraine à l'abattoir. Il est donc très étrange que ce soit la seule position ukrainienne acceptable. Je me demande simplement comment vous comprenez les récits qui se sont construits autour de ce conflit, dans lesquels, à mon avis, nous nous sommes retrouvés piégés. Oui, nous nous sommes retrouvés piégés. Les dirigeants européens ont conduit leur propre pays dans une impasse. Et maintenant, ils refusent de faire demi-tour parce qu'ils devraient expliquer à leur peuple qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Je veux donner un exemple. Nous pouvons apprendre grâce à Ivan Kachanovski et à son excellent livre sur le massacre de la place Maïdan que des diplomates et des politiciens occidentaux ont été impliqués dans la préparation des assassinats de Maïdan. Il s'agit d'un cas de criminalité. C'est un cas de meurtre de masse. Ils doivent donc être traduits en justice, y compris des politiciens allemands, comme notre président Steinmeier. Il a été profondément impliqué dans la mise en scène sur la place Maïdan. Et donc, les politiciens occidentaux ne veulent pas faire cela. Ils ne veulent pas assumer la responsabilité.
Ainsi, ils enfoncent leur propre pays de plus en plus profondément dans cette guerre. Et ils ont commis la pire erreur, selon l'historienne américaine Barbara Tuchman, qu'un politicien puisse faire. Ils ont sous-estimé l'ennemi. Ils pensaient que l'Ukraine serait facile face à la Russie, mais il n'en a rien été. La raison en est qu'ils ne sont pas bien instruits. Ils ne connaissent rien à la Russie. Ils ne connaissent rien à l'Ukraine. Ils ne comprennent rien à ce conflit. Ils essayent de faire avancer leurs propres intérêts, les intérêts occidentaux. Et il y a deux niveaux d'intérêt. Ils veulent affaiblir la Russie et au final diviser la Russie en plusieurs petits États pour s'approprier les minéraux et les ressources naturelles de la Russie. Et à un deuxième niveau, le capitalisme cherche toujours des garanties. Ils ont besoin de nouvelles garanties, correctes. Et on peut en obtenir en Ukraine, les minéraux, mais surtout la terre noire, qui est très très fertile et très bonne pour la production agricole. Mais en faisant cela, ils détruisent les agriculteurs partout en Europe, car aucun agriculteur européen en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas ne peut produire à des prix aussi bas qu'en Ukraine. Ainsi, ils servent les intérêts des grandes entreprises agricoles comme Monsanto. Et c'est toujours un transfert d'argent et de richesse des producteurs, des agriculteurs, vers les grandes entreprises et de l'Europe vers les États-Unis. Mais comment expliquez-vous le changement rapide ou spectaculaire de sentiments parmi les dirigeants européens? Parce que si l'on remonte à 2008, lorsque l'administration Bush a plaidé pour offrir l'adhésion à l'OTAN à l'Ukraine, il y a eu une forte opposition, non seulement au sein de sa propre administration et de son propre directeur de la CIA, mais aussi de la part des Européens. Grâce à Wikileaks, on dispose de nombreux avertissements de la part de diplomates et d'ambassadeurs français et allemands. Je crois qu'à cette époque, Angela Merkel avait déclaré que Moscou interpréterait cela comme une déclaration de guerre. Encore une fois, il n'est pas contesté que les Européens ont vraiment essayé de résister. Et ils ont finalement abouti à ce compromis où, nous offrirons une adhésion future. Mais nous ne leur proposerons pas de plan d'action pour l'adhésion. Donc, ils ne fixent aucun calendrier. Mais si l'on part de ce point jusqu'à aujourd'hui, où, même si la guerre a été perdue, les Européens refusent de retirer l'élargissement de l'OTAN de la table, alors que le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine devrait être la base de tout accord de paix acceptable. Pourtant, ce que nos propres dirigeants disaient il y a seulement quelques années est désormais dénoncé comme de la propagande russe. Comment expliquer ce changement radical de la part des Européens? Est-ce simplement que nous nous entêtons dans des politiques qui ont échoué? Comment l'expliquer? Parce que c'est vraiment remarquable. Oui, je pense que les dirigeants politiques en Europe, surtout en Allemagne, ont perdu le contact avec la réalité et vivent dans leur propre bulle. La raison en est que nous avons une nouvelle génération de politiciens qui n'ont aucun souvenir de la guerre. Ils ne comprennent pas ce qu'est la guerre. Ils la traitent comme un jeu vidéo ou quelque chose du genre. Ils ne savent pas ce que la guerre signifie réellement. Ces personnes ont fait carrière en étant étroitement liées à des organisations transatlantiques. Ils ne sont pas bien éduqués et n'auraient pas pu faire carrière dans des entreprises économiques, dans le théâtre ou ailleurs. La politique est le seul moyen pour eux d'avoir une carrière sans une bonne éducation. Ainsi, la carrière de ces personnes est liée à des organisations transatlantiques comme le German Marshall Fund, l'Atlantic Brook, les Young Global Leaders ou les fondations Soros, les fondations du milliardaire George Soros, comme la Renaissance Foundation, et ainsi de suite. Et ils ont essayé de promouvoir leur propre carrière,
grâce à des organisations transatlantiques. Les gens à Washington le savent, et ils n'ont pas choisi les très bons jeunes universitaires ou ceux qui avaient confiance en eux. Ils ont pris les universitaires de second rang, qui savaient que la seule façon de faire carrière était avec l'aide du grand frère aux États-Unis. Et maintenant, nous avons ces élites partout, dans la vie académique, dans les églises, dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans l'administration publique et politique, et dans les soi-disant organisations non gouvernementales, qui sont pour la plupart dirigées et financées par des gouvernements ou par des organisations supranationales, comme l'UPP. Donc, si vous voulez changer cette politique envers la Russie, il nous faut un renouvellement de ces élites. Et c'est un processus qui prend 20, 25, voire 30 ans. Eh bien, la société civile était censée servir de contrepoids au pouvoir gouvernemental. Je pense que c'est un énorme problème que nous avons constaté, surtout au cours des 40 dernières années, à savoir le détournement de la société civile. L'idée que le gouvernement devrait financer et organiser la société civile. La frontière entre cela et une société très totalitaire, voire propagandiste, est très mince, et je ne pense pas qu'il gère bien cet équilibre. Mais étant donné que vous avez été sur le front, dans le Donbass et en Ukraine depuis le début de tout cela, comment avez-vous vécu le changement de la narration médiatique? Parce que je me souviens qu'au début de 2014, il y avait des journalistes occidentaux, même des grands comme CNN, qui montraient de l'empathie pour la souffrance des Ukrainiens. Ils rapportaient comment ils étaient bombardés par leur propre gouvernement. Vous savez, l'aliénation, comment après avoir été tués par leur propre gouvernement, ils ont voulu l'autonomie ou même l'indépendance. Mais ensuite, à un certain moment, il a semblé qu'ils ont compris que la sympathie pour la souffrance des Ukrainiens du Donbass se traduirait par une vision négative des nouvelles autorités pro-occidentales à Kiev. Alors soudainement, tout cela a été tout simplement éteint. Et j'ai trouvé cela assez remarquable. Soudain, toutes les personnes dont ils avaient auparavant parlé sont presque devenues des agents de la Russie. Elles n'avaient plus aucune autonomie. Elles étaient simplement là pour servir le Kremlin. Alors, qu'est-il arrivé à toutes ces personnes dont ils avaient eux-mêmes parlé? Encore une fois, il ne s'agissait pas des médias russes, c'étaient les médias occidentaux qui rapportaient ce que le gouvernement, que nous avons contribué à installer, faisait aux habitants du Donbass. Et un jour, tout s'est arrêté. Comment avez-vous vécu cela? Il y a 6 mois, le magazine allemand Focus et le magazine britannique The Economist ont rapporté que les zones occupées par la Russie étaient une sorte de prison. Mais je suis allé là-bas et j'ai parlé aux gens. Et ce que j'ai entendu, c'est « Nous nous sentons libérés par l'armée russe. L'armée russe, les soldats russes sont nos amis. Et nous avons attendu trop longtemps. Poutine aurait dû venir en 2014. » Un point de vue complètement différent. Mes anciens collègues dans les médias ne comprennent pas cela, parce qu'ils ne veulent pas le comprendre. Cela va à l'encontre de leurs intérêts. Eh bien, jusqu'au printemps 2014, les médias publics en Allemagne avaient des correspondants sur place. Et lorsque la guerre civile a commencé, ils ont retiré leurs correspondants. Ils ont fait exactement le contraire de ce que signifie la couverture médiatique. Il faut être sur le terrain. Aujourd'hui, l'ARD, pour laquelle j'ai travaillé pendant 40 ans, a une correspondante à Moscou. Elle n'a jamais été dans le Donbass. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de la couverture médiatique. C'est de la merde. Excusez-moi. Et je pense qu'il faut voir différents niveaux. Tout d'abord, l'influence de la propagande. La propagande de l'OTAN est très forte, et on peut retrouver cette propagande dans les directions des médias. Parce que pour faire carrière dans les médias, il faut s'aligner avec les élites politiques.
Il est impossible de faire carrière dans les médias sans l'aide des élites politiques. It is impossible to make a media career without the help of political elites. So, an editor-in-chief will Un rédacteur en chef n'agira jamais contre les intérêts des élites politiques, et il avertira également les pigistes de ne pas le faire. En tant que pigiste, vous êtes payé après la diffusion, selon le nombre de minutes diffusées ou de lignes imprimées. Et vous devez deviner ce que votre patron voudra demain. C'est donc la seule façon de gagner de l'argent. Il faut anticiper ce qui intéressera votre patron le lendemain matin. Je fais donc une proposition. Je vais proposer quelque chose qu'il voudra demain. J'essaye de m'aligner sur les intérêts de mes supérieurs. D'un autre côté, les propriétaires des journaux ont le droit de fixer la ligne politique des rédacteurs. the political position of the editors. And if I don't agree, I have to leave this. Et si je ne suis pas d'accord, je dois quitter ce journal, ce quotidien. Donc l'intérêt économique est le point le plus important dans tout cela. D'un autre côté, nous devrions garder à l'esprit l'influence de la numérisation. Le travail journalistique aujourd'hui se fait devant des ordinateurs. La plupart des collègues prennent ce qu'ils voient sur Internet pour la réalité, mais ce n'est pas le cas. Sur Internet, on ne voit que ce que d'autres personnes ont mis en ligne, et ce que d'Infafo aussi, selon leurs propres intérêts, leur propre propagande et leur propre position. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain, il faut aller dans la région et ouvrir les yeux. Et c'est quelque chose que la plupart des journalistes ne font plus. This is something most journalists don't do anymore. Je pense que tu as raison. Je crois qu'aujourd'hui, nous sélectionnons ou créons des médias uniquement pour servir des récits. De plus, j'ai trouvé le cas de la Crimée fascinant, car lorsque la Crimée a fait sécession et a rejoint la Russie, environ 75% de la marine ukrainienne présente en Crimée, 75% des marins, ont quitté l'armée ukrainienne. La plupart se sont simplement contentés d'enlever l'écusson ukrainien pour mettre celui de la Russie. Et c'était tout. Et tu sais, tous les sondages montraient que la grande majorité des gens soutenaient cela. L'ethnie n'avait aucune importance. Russe ethnique, Ukrainien ethnique, Tatar, tout le monde. C'était reconnu comme un fait. Mais ensuite, j'ai remarqué, quand les médias ne poursuivent plus que des récits, si vous soulignez ces faits, tout ce qu'ils entendent, c'est bien, alors vous cherchez des excuses, vous légitimez cela, vous le justifiez. C'est la seule chose qu'ils entendent. Donc il faut alors créer ses propres reportages pour contrer la réalité. Et non, c'est assez choquant. Mais je me demandais, comment vous percevez les médias allemands, justement? Voyez-vous de grands? Parce que ce n'est évidemment pas notre première guerre en tant qu'Européens. Nous avons eu la Yougoslavie, l'Afghanistan, tout cela. Mais comment les médias allemands ont-ils évolué à la suite de la guerre en Ukraine? Eh bien, j'ai expliqué les causes. Eh bien, je dois dire que mon père était ouvrier. Et j'étais l'un des rares journalistes et rédacteurs issus des classes populaires. La plupart de mes collègues étaient fils et filles de dentistes, de hauts fonctionnaires, de cadres, et ainsi de suite. Et ces personnes apportent dans les comités de rédaction les points de vue de leur classe. Ils ont un point de vue, et c'est celui des classes supérieures. Mais ce n'est pas la réalité. Et ces personnes ont un intérêt économique à poursuivre la guerre parce qu'elles peuvent espérer qu'elles en tireront. Les fonds d'action de leurs parents. Et dans un bon fonds d'action, on peut trouver des actions d'entreprises militaires et d'industrie de l'armement. Donc ces rédacteurs ont intérêt à ce que la guerre continue. Mais ils disent au public, nous devons aider les pauvres Ukrainiens contre le méchant Poutine. Voilà un point. Eh bien, au début de la guerre en 2014, nous avions une couverture médiatique correcte sur ARD,
Mais ça s'est arrêté avec le Maïdan. À la fin du Maïdan, il n'y avait plus de couverture médiatique correcte. Et je pense que les responsables des médias, les dirigeants politiques, les chefs militaires, les officiers et les grands patrons, les dirigeants des entreprises, concluent des accords en secret dans des sociétés comme le Rotary, des clubs secrets, et ils s'y retrouvent pour discuter des prochaines étapes. And they are discussing the next steps. And then everybody goes out in his organization and is... Et puis tout le monde retourne dans son organisation et dit à ses employés quoi faire le lendemain. Eh bien, un ancien collègue d'un grand magazine allemand qui a couvert la guerre en Géorgie en 2008, le Maïdan et le début de la guerre civile en Ukraine, m'a raconté qu'il avait fait son reportage correctement. Ensuite, les rédacteurs en chef ont complètement modifié son article. Ils en ont retiré des passages et en ont ajouté d'autres. Et c'est ainsi qu'il a été publié. Lorsqu'il est retourné en Allemagne pour lancer une discussion sur ce qui s'était passé, les rédacteurs en chef se sont assis en face de lui, tous en souriant, sans rien dire. Ils font donc partie de la machine de propagande. C'est ça, le problème. Et ils sont liés à des organisations transatlantiques, des responsables des médias et des politiciens. Ils font cela, par exemple, dans des clubs de tennis. C'est ainsi que fonctionnent les élites. Mais vous-même, vous ne semblez pas appartenir à cette catégorie de journalistes. Ne vous méprenez pas. Vous avez des décennies d'expérience en tant que journaliste. Mais vous êtes réellement allé sur le terrain, vous avez rapporté des faits depuis le front, et encore une fois, vous avez adopté un point de vue plus objectif. Comment cela est-il perçu en Allemagne? Eh bien, j'ai jamais fait une grande carrière. J'étais simplement rédacteur, rien de plus. J'ai commencé mon travail journalistique dans ce qu'on appelait la presse alternative à la fin des années 70. Nous avons essayé de créer, avec de petits magazines, des magazines locaux et régionaux, une nouvelle culture journalistique à côté des médias traditionnels, parce que nous avions un point de vue différent. Nous étions plus orientés vers les questions de paix et d'écologie, et nous ne retrouvions pas cela dans les médias traditionnels. Alors nous avons créé nos propres médias. Un des résultats en Allemagne a été la fameuse Tageszeitung à Berlin, qui a complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un média traditionnel, mais à l'époque, il y a environ 45 ans, c'était un journal totalement différent. J'ai donc un esprit d'opposition. Ce qui m'a aidé à survivre dans le système Ford. Ni wetabli forsen si that, il m'a most before in my. Public broadcaster in Germany changed completely from a journalistic board full of discussion. Un conseil de rédaction autrefois animé de débats est devenu un organe de diffusion de la propagande et des récits de l'OTAN. Il a complètement changé. Il n'y a plus de véritable esprit journalistique dans les grands médias en Allemagne. Qu'en est-il, je suppose, de la classe politique allemande? J'ai récemment parlé avec Michael von der Schulenburg. Il a travaillé aux Nations Unies pendant 34 ans, je crois, occupant des postes clés. Et maintenant, il est député européen, membre du Parlement européen. Et il est, je dirais, assez horrifié, ou du moins préoccupé, par la direction prise par le gouvernement allemand. Et vous avez aussi vu, évidemment avec des personnes comme Annalena Baerbock, mais vous avez également vu à la télévision de nombreux généraux allemands apparaître, par exemple, pour discuter de l'invasion de Kursk. Comment cela a été une humiliation pour la Russie, parce que c'est là que l'Allemagne se trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, bien sûr, vous avez Merz qui arrive. Il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la Russie n'avait pas seulement attaqué l'Ukraine, mais qu'elle avait attaqué l'Europe, et que désormais l'Allemagne devait s'armer.
Encore une fois, tout cela préoccupait beaucoup von der Schulenburg. Je me demandais simplement comment expliquer cette transformation au cours des dernières décennies. Quand on pense aux hommes politiques allemands, on les imagine souvent comme mesurés, prudents, souvent associés à l'Ostpolitik, cherchant à rassurer plutôt qu'à confronter et dissuader. Comment expliquez-vous ce changement radical? Car pour ma part, je n'ai jamais vu cela de mon vivant. Récemment, j'ai assisté, simplement en tant qu'invité, à une table ronde avec l'ambassadeur russe Sergei Nekayev ici en Allemagne. À la fin de la discussion, il a dit « Si vous mettez la Russie sous pression, nous avons les moyens de riposter. Et c'est une menace. » Il a expliqué « Si vous vous approchez trop de la Russie, nous déclencherons une guerre nucléaire. » D'un autre côté, les élites dirigeantes allemandes sont incapables de prévoir les conséquences de leurs décisions. Elles sont dans un état d'aveuglement apocalyptique. Elles ne peuvent pas voir cela. Parfois, j'explique cela moi-même comme une sorte de syndrome de Néron. Ils allument des incendies parce que cela les rend heureux. Ils veulent voir le monde brûler. Et cela est l'expression ou le signe d'une élite qui est très narcissique et qui a perdu tout contact avec la réalité. Ils vivent dans une bulle et leur propre carrière dépend des autres membres de cette bulle. Ils veulent rester dans cette bulle et ils doivent attiser la russophobie et les ressentiments anti-russes parce qu'ils veulent plonger le public allemand dans un état d'hystérie guerrière. Ils veulent empêcher les Allemands de voir que leurs propres élites ont commis tant d'erreurs, qui ont mené tout le pays au bord de l'abîme. Et donc ils continuent encore et encore parce qu'ils veulent rester au pouvoir à l'avenir. Voilà le contexte que je perçois. Comment cela affecte-t-il, je suppose, en dehors de la guerre, les droits en Allemagne? Parce qu'on entend des histoires sur l'Allemagne, par exemple, interdisant les drapeaux russes et soviétiques lors du jour de la victoire. Et on entend aussi parler de touristes russes à qui l'on confisque leurs biens. Encore une fois, je ne me base que sur des reportages médiatiques. Avez-vous des éclaircissements sur la façon dont cette guerre affecte réellement la société civile? Je constate, du moins dans ce pays, qu'autrefois nous avions des traditions. Nous ne croyons pas à la punition collective. Mais nous avons commencé à adopter de nouveaux récits, selon lesquels tout le monde faisait partie de la machine de guerre de Poutine. Donc, si vous êtes un athlète, vous faites partie de la machine de guerre. Si vous êtes journaliste, si vous êtes écrivain, vous pouvez être mort depuis longtemps comme Dostoïevski, vous pouvez être joueur d'échecs, touriste. Tout le monde est en fait, d'une manière ou d'une autre, lié à la machine de guerre en légitimant la Russie ou en la normalisant. Et soudainement, la haine est devenue effectivement acceptée. Tout le vernis libéral du détester les Russes, cette idée que, vous savez, nous ne nous préoccupions que des valeurs, tout cela a disparu, et une russophobie très laide a émergé. Avez-vous constaté la même chose en Allemagne? Oui, il n'y a plus de liberté d'expression en Allemagne. L'article 5 de notre Grundgesetz n'existe plus dans la pratique politique. Je n'en suis qu'un exemple. Après mes enquêtes dans le Donbass, j'ai perdu 2 postes d'enseignants dans des universités, l'un dans une université privée et l'autre dans une université publique à Kiel. Pour les tables rondes et conférences organisées par des dissidents en Allemagne, nous n'obtenons pas de salle ou d'espace pour tenir ces événements. Partout où de l'argent public est en jeu, on nous refuse des salles dès lors qu'il est publiquement connu que vous êtes un dissident orienté vers la liberté et la paix. Aujourd'hui, en Allemagne, vous subissez des pressions dans votre entreprise ou dans votre administration
et la plupart des gens ont des contrats d'1, 2 ou 3 ans. Ainsi, on peut mettre fin au contrat à tout moment, comme on le souhaite. Il règne en Allemagne une atmosphère de colère et de restrictions publiques, et les politiciens, le gouvernement, utilisent le système judiciaire, les procureurs de l'État et la police pour réprimer les dissidents. C'est un signe clair de dictature. L'Allemagne n'est plus une démocratie aujourd'hui. C'est une sorte de démocratie de façade. Le cartel politique dominant et le cartel des partis ont pris en otage les institutions politiques. Comment est-ce que, eh bien, vous avez décrit cela comme une bulle, et nous allons la définir ainsi. C'est le principal problème. C'est ainsi que les journalistes, la classe politique, s'entourent, répétant les mêmes récits les uns aux autres. Comment, je suppose que c'est une question difficile, mais comment sortir de cette bulle? Comment, je suppose, revenir à la normalité? Parce que nos sociétés deviennent moins libres. Elles deviennent assez laides dans la façon dont les gens parlent de la guerre, et aussi beaucoup moins sûres. Nous faisons maintenant d'énormes pas vers une guerre directe avec la plus grande puissance nucléaire du monde. Donc il semble bien que sortir de cette bulle soit d'une importance capitale. Mais encore une fois, c'est vous le journaliste. Comment faites-vous? Quand je suis sur le terrain, dans une zone de guerre, là-bas, on fait face à de vrais problèmes. On est toujours entouré d'armes. Il faut faire attention aux mines papillons ou à autre chose comme les drones. Et depuis cette zone, les gens dans les rédactions me semblent complètement fous, déconnectés de la réalité. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la réalité. Mais en général, je pense qu'il est impossible de réformer ces médias, ces institutions et les diffuseurs publics. Ils sont complètement perdus. Nous avons besoin de nouveaux médias. Et cela existe. Tu organises un nouveau type de média avec ton blog, Glenn. Et en Allemagne, il y a les Nachdenkseiten, Overton Magazine, nous avons Milena Preradovic, et tout cela, tous ces blogs vidéo et médias alternatifs. Et c'est la seule voie que je vois. Personnellement, je me suis toujours senti très éloigné de ces personnes qui s'alignaient sur les administrations et les comités de rédaction. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours rendu dans des zones de guerre et des pays étrangers. Je voulais m'aligner sur la réalité. Je voulais apprendre des autres. Ce serait un grand progrès si les journalistes pouvaient accepter que les gens d'autres régions du monde ont des expériences différentes et tirent des conclusions différentes. Mais ils ne le voient pas. Ils imposent leurs préjugés à la réalité. Ils ne rapportent pas la réalité. Ils rapportent leurs propres préjugés. C'est ça le problème. Nous avons connu la même chose dans ce pays par le passé. De nombreux journaux, de nombreuses chaînes de télévision, ils avaient des points de vue différents. On pouvait sentir un débat, un discours. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a encore beaucoup de journaux et de médias, mais ils disent tous exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre eux. C'est très fascinant. Ma dernière question est simplement, comment voyez-vous le récit dominant? Parce que ce que nous entendons depuis le premier jour, et qu'il répète sans cesse, c'est qu'il s'agit d'une guerre non provoquée et d'une invasion à grande échelle. Pourquoi pensez-vous qu'une si grande partie du récit s'articule autour de ces slogans? Parce que, encore une fois, non provoqué. C'est d'après l'aveu même des dirigeants occidentaux, souvent souligné au fil des années, très très provocateur. Et vous savez, on peut remonter à Kennan ou William Perry, on peut partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des provocations tout au long. Mais pourquoi est-ce si important, ce non provoqué et l'invasion à grande échelle, dans, je suppose, le récit de l'OTAN sur la guerre?
La seule façon de présenter les Russes comme entièrement coupables est de parler d'une invasion non provoquée, d'une guerre d'agression, et de se restreindre à un seul point. Et ce point, c'est le 24 février 2022. Mais il est facile d'établir une chronologie des 10 ou 15 dernières années, et vous verrez que les Russes n'ont fait que réagir aux provocations occidentales. Tout ce spectacle a commencé avec le début du Maïdan. Et comme l'a découvert l'historien américain Nikolai Petro dans son excellent livre « La tragédie de l'Ukraine », les militants de droite et ultranationalistes ukrainiens de l'Ouest, originaires de Galicie, voulaient organiser une guerre civile si le Maïdan avait échoué. Ils ont volé des armes à la police et à la milice et les ont apportées sur le Maïdan, des milliers d'armes, y compris des fusils Kalachnikov et tout le reste. Et c'était le début du spectacle. Ensuite, après le Maïdan, après le coup d'État, une vague de violence a déferlé sur tout le pays. Je me souviens de l'incendie dans le bâtiment à Odessa. Les mêmes choses se sont produites à Mariupol, Zaporizhia et dans d'autres villes. Ainsi, les habitants de l'Est de l'Ukraine ont eu le sentiment qu'ils n'avaient plus aucune chance d'avoir une voix politique à Kiev. La police et la milice de l'Est de l'Ukraine se sont solidarisées avec la population et les manifestants. C'était le début de la guerre civile. Les milices du gouvernement ukrainien occidental et l'armée ukrainienne ont pris pour cible les civils et la population du Donbass. Ils voulaient nettoyer ethniquement toute la région. Ils voulaient chasser les natifs russes. Et c'était le début de la guerre civile. Ainsi, les deux républiques, Louhansk et Donetsk, se sont séparées comme étape suivante. Poutine ne les a reconnus qu'en 2022, mais il est permis, selon le droit international, de se séparer même contre la volonté du gouvernement principal à Kiev. Un autre exemple est le Kosovo. Ce qui s'est passé, c'est que la propagande a tout fait basculer dans un nouveau récit. Et les journalistes y croient parce qu'ils veulent y croire. Ils détruiraient leur propre carrière s'ils n'y croyaient pas. C'est ce que je constate. Et nous devons ouvrir le débat, et il faut clarifier ce que tu fais aussi, Glenn. Nous devons expliquer que cette guerre n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé en 2014, en février 2014, avec le coup d'État du Maïdan. Et ce coup d'État a été orchestré par des diplomates occidentaux et par des pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Lower towing. Il y a un pouvoir immense dans le fait de pouvoir fixer la chronologie. J'ai remarqué, car nous faisons cela en affirmant que la guerre a commencé en 2022. De la même manière, si l'on regarde le Moyen-Orient, si l'on dit « Oh, le conflit a commencé le 7 octobre », une fois que l'on peut définir le point de départ, alors on a clairement désigné qui est le méchant, qui est la victime innocente, et qui intervient pour rectifier et rétablir la justice. C'est très important. C'est pourquoi je pense que beaucoup d'interviews que je remarque commencent toutes, du moins lorsqu'on me contacte, par « Condamnez-vous le Hamas »,« Condamnez-vous Poutine ». Ils ne commencent pas les autres interviews comme ça. Je me souviens de la guerre en Irak. Ce n'est pas ainsi qu'ils débutaient les interviews, en essayant de savoir qui vous condamnez, qui vous identifiez comme le gentil ou le méchant. C'est assez remarquable. Quoi qu'il en soit, Patrick Babb, je vous remercie vraiment pour votre temps et continuez votre excellent travail. Merci encore. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de parler avec vous et salutations à la Norvège ainsi qu'à mes amis en Scandinavie. Merci. Thank you.